À la toute première personne qui regardera cette vidéo et à toutes les personnes qui suivront, bienvenue. Bienvenue dans ma chaîne, moi c'est Lydie et ici on va parler principalement de l'horreur et tout ce qui l'entoure, l'étrange, paranormal, etc. Et pour cette vidéo je vous ai préparé 3 histoires vraies. Il y a absolument de tout, j'ai essayé de mélanger les 3 histoires entre le paranormal et la vraie vie. Quelque chose qui peut nous arriver à tous. Du coup, on commence avec la première histoire. Pour cette première histoire, je vais vous parler de Gabrielle. Gabrielle a 17 ans et cette histoire lui est arrivée quand elle avait 14 ans. Il faut savoir que c'était une période très difficile pour elle car elle faisait souvent des allers-retours dans les services psy de l'hôpital de sa ville pour idées noires, TS, etc. Bon, elle nous précise qu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Cette histoire se passe donc pendant un séjour qu'elle avait fait dans l'hôpital. À ce moment-là, elles étaient 4 dans le service. Gabriella, Elena, Lia et Sarah. Alors c'est des prénoms inventés puisqu'elle n'est plus en contact avec ces filles-là. Elle n'a pas pu demander leur autorisation pour mettre leur vrai prénom. Du coup, on a inventé. Pour vous mettre dans le contexte, son service est composé d'un long couloir avec sur les côtés les bureaux des médecins, la cantine, la salle des infirmières, la salle commune et enfin les chambres des patients. Elle nous précise qu'entre la salle des infirmières et la chambre des patients se trouve un autre couloir dédié aux bébés qui pleurent souvent. Alors ça c'est intéressant parce que je ne savais pas du tout qu'on pouvait mettre des bébés dans un service psy juste parce qu'ils pleurent souvent. Bon. Elles étaient dans la salle commune quand la discussion est partie vers le paranormal. Gabriella leur propose de faire une partie de Ouija. Elena lui répond qu'elle en a une chez elle et qu'elle allait demander à sa mère de lui ramener pendant les visites. Ce que sa mère fait. Surprenant. Bon, je pense que sa mère ne veut pas voir sa fille d'aussitôt à la maison. Le lendemain, sa mère lui ramène la planche et les filles s'installent dans la salle commune. Elle s'installe et commence une partie, mais rien ne se passe. Gabriella a alors une merveilleuse idée, c'est celle de faire une partie, mais dans la morgue de l'hôpital. Super idée, Gabriella. Après avoir réfléchi, elle trouve un moyen d'y accéder. En gros, dans la salle des infirmières, il y a un trousseau de clés accroché, et dans ce trousseau, il y a un badge qui donne accès à tous les services, y compris la morgue. Après le repas, vers 21 h, Gabriella et Sarah se dirigent vers la salle des infirmières. Pendant que Sarah retenait l'attention des infirmières, Gabriella prend les clés, enfin le badge qui était dans le trousseau. À minuit, les filles se dirigent alors vers la morgue. Une fois devant la porte, Gabriella passe le badge et la porte s'ouvre. Elle rentre et Elena place la planche de Ouija par terre et commence la partie. Elle demande d'abord « Est-ce que quelqu'un est avec nous ?» Gabriella nous décrit l'ambiance comme perturbante et lourde et après quelques minutes, la flèche se dirige vers le oui. L'entité disait s'appeler Esma, avoir 16 ans et être morte dans cet hôpital. C'en est trop pour les filles. Alors Lia dit au revoir, remballe leurs affaires et partent en courant de la morgue. Gabriella jette le badge devant l'entrée de la salle à manger pour que les infirmières se disent que l'une d'elles les fait tomber. Bizarrement, les filles passent une très bonne nuit, pas de cauchemar ni de manifestation. Sauf que la nuit suivante, Gabriella rêve d'une jeune fille aux jambes sectionnées sur un fauteuil roulant qui lui dit « Aide-moi ». Quand elle se réveille, il est 5 h du matin. Gabriella lève la tête de son oreiller et regarde le coin de sa chambre et aperçoit une chaise roulante avec un pied qui dépasse. Alors elle se précipite et allume la lumière, mais ne voit plus rien.
Gabriella n'arrive plus à s'endormir, alors elle lit les mangas qu'elle avait rapportés de chez elle jusqu'au petit déjeuner. Elle parle aux filles de son cauchemar, mais elles disent que rien de bizarre leur est arrivé. Dans la même journée, en prenant sa douche, Gabriella remarque une autre chose très perturbante, que le prénom Esma était inscrit sur le mur à côté de la porte de la douche. En voyant ça, Gabriella a des frissons qui parcourent tout son corps et s'empresse de finir de se laver. Elle refait le même rêve, ou plutôt cauchemar, les 3 nuits suivantes. Et la 4e nuit, elle se réveille et elle se dirige inconsciemment vers le couloir des bébés qui pleurent. Sauf que aucun bébé ne pleurait. C'était le silence complet. Quand elle entend à l'autre bout du couloir le bruit d'une chaise roulante qui se dirige vers elle, Gabriella se précipite dans sa chambre et ne dort plus de la nuit. Le lendemain matin, le médecin lui dit qu'elle pourra repartir chez elle ce soir. Sa maman vient la chercher à 18 h et une fois chez elle, plus de cauchemars ni de manifestations. Je trouvais cette histoire stressante, enfin elle m'a stressée quand je l'ai lue pour la première fois. Je sais pas, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'était juste le cerveau de Gabriella qui lui jouait des tours, ou alors c'était vraiment l'entité à qui ils en parlaient dans la morgue. Pour la deuxième histoire, il n'y a pas de prénom précisé, du coup on va l'appeler Sana. Sana avait un date Tinder, mais à cause de son amaxophobie, du coup l'amaxophobie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la phobie de conduire. Et uniquement de conduire, attention, je suis amaxophobe et il y en a plein qui me disent « Ah bah du coup t'as peur des voitures ?» Non, pas du tout, je peux très bien monter dans une voiture et tant que c'est pas moi qui conduis, tout va bien. Du coup, à cause de son amaxophobie, elle demande à son date de venir la chercher en bas de chez elle. Sana parlait à ce date depuis déjà quelques semaines, mais elle nous dit que ça n'excuse pas le fait qu'elle avait agi bêtement ce jour-là et qu'elle aurait pu en mourir, clairement. Son date Tinder arrive, elle monte dans sa voiture et il lui dit qu'il a prévu de l'amener manger sushi. Sana adore les sushis, du coup elle se dit super, let's go. Il met le nom du resto dans le GPS et il démarre. Pendant le trajet, il parle de tout et de rien. Pour l'instant, tout se passe bien. Sauf qu'au bout d'un moment, Sana remarque qu'il prend une route vers la forêt. Bon, elle trouve ça bizarre parce que le resto se trouve en pleine ville et il y a beaucoup d'autres chemins plus rapides et surtout plus fréquentés pour y accéder. Quand son date lui sort de nulle part, je le fais pas exprès, c'est le GPS qui me montre ce chemin. Ce à quoi Sana répond, s'il te plaît, ramène-nous juste vers la civilisation quoi. Elle nous dit qu'il a dû remarquer qu'elle commençait à paniquer, mais qu'il n'a rien fait ou dit pour la rassurer. Au contraire, tout ce qu'il dira par la suite ne fait qu'augmenter la peur de Sana. Pour aller plus vite, Sana décide de prendre son téléphone, marquer le nom du resto dans son GPS pour trouver un autre chemin plus rapide. Quand son date lui dit « Oh, c'est pas la peine, il n'y a pas de réseau ici. » Super, très rassurant. Bon, moi clairement je lui dis ok, fais demi-tour, je n'ai plus faim, je veux pas de sushi, merci. Elle nous dit que la sensation qu'elle a ressentie était juste horrible. Le bout de ses doigts était glacé et elle transpirait. Et là le mec arrête pas de lui répéter « Je te jure c'est pas moi, j'essaie juste de nous ramener vers le sushi. » Sauf que je vous rappelle que là Sana, elle s'est pas plainte, elle n'a rien dit, elle paniquait juste intérieurement. Et il se justifie alors qu'elle lui a rien demandé quoi. Sana commence à perdre patience et lui répond « Écoute, j'en ai plus rien à faire de tes sushis. Ramène-nous juste dans un endroit plus fréquenté, une station à essence ou quoi, mais sors-moi de cette forêt. » Ce à quoi son date répond « J'ai pas de pelle ou d'arme dans mon coffre, si c'est ce à quoi tu penses. » Ok monsieur, source, voilà, on te croit. Après ça, Sana ne dit plus rien et ils arrivent enfin au resto. Après ce qui s'est passé, Sana n'avait plus du tout faim, mais elle se dit qu'elle surréagissait peut-être et qu'au final elle est arrivée au resto vivante quoi. T'as raison, si t'es vivante, ça va. Elle décide de se calmer et commande à manger. Pendant qu'il mange, en plein repas, comme ça, son date lui demande quand est-ce qu'on couche ensemble.
Pendant que Sana manque de s'étouffer avec son sushi, tellement elle est choquée, lui, il continue. Genre, tu vas me faire attendre combien de temps? Un jour, une semaine, un mois? Bon, je te le dis maintenant, moi, je vais pas attendre un mois. Hein. Après ça, Sana reste sans voix et ne sait pas quoi répondre. Étant donné que plus personne parle, l'ambiance devient très gênante. Après avoir fini de manger, elle rentre en Uber, voulant pas clairement revivre l'angoisse de tout à l'heure. Une fois dans le Uber, elle reçoit un message de son date qui lui dit « Je pense pas que ça va marcher entre nous. Moi, j'ai besoin d'une meuf avec une libido élevée. Ciao. » Super le date. Ce à quoi Sana répond « Ok. » Elle nous précise que le Uber n'a mis que 15 minutes pour arriver chez elle et à aucun moment il a emprunté le chemin de la forêt. Alors elle se demande pourquoi son date a choisi de passer par une forêt avec 1 heure de trajet. Bon, je vais pas vous mentir, cette histoire m'a pas fait beaucoup flipper. Mais elle m'a fait rire un peu. Enfin, l'attitude du mec, enfin, ses propos, j'étais en mode, j'étais par terre, j'étais ok, il y a vraiment, ok, ces gens-là existent. Dommage pour nous, ils existent. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Sana. Moi, j'ai adoré, ça m'a fait rire et en même temps, ça m'a fait un petit peu peur. Bon, parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein, de tomber sur un malade. Heureusement que c'était pas un malade level 100, hein, parce qu'elle serait déjà morte dans la forêt et découpée. Pour cette dernière histoire, on reste sur le réaliste. Ce n'est pas du paranormal, du coup. Il n'y a pas de prénom précisé non plus. Du coup, on va l'appeler Jenny. Jenny avait 22 ans quand cette histoire lui est arrivée. Elle était mannequin à plein temps, mais elle travaillait aussi pour un écrivain qu'elle nous décrit comme un homme très intelligent qu'elle admirait beaucoup. Elle le considérait comme son père et se sentait en sécurité auprès de lui. Jenny était l'assistante de ce soi-disant écrivain. De temps en temps, Jenny devait se rendre dans la maison de cet écrivain qui se trouve au nord de New York pour s'occuper des recherches, de l'organisation et des infos pour le livre de son boss. Elle avait son propre bureau et sa propre chambre. Elle se sentait en sécurité et elle adorait travailler chez lui. Mais tout ça va changer. Un soir, Jenny avait travaillé jusqu'à tard et commençait à avoir sommeil. Là, elle entend du bruit qui provient du bureau de son boss qui se trouve dans le même étage qu'elle. Elle décide d'aller voir et remarque que la porte de son bureau était entrouverte. Et elle entendait parler son boss avec une sorte d'ancienne musique enfant. Jenny se dit alors qu'il doit être en train d'écrire. Elle s'approche davantage de la porte et là, elle voit son boss habillé avec une robe rose et un rouge à lèvres rouge, sauf que cette robe appartient à Jenny. Elle n'y croyait pas ses yeux. Il était en train de danser avec sa robe et en plus de ça, il était en train de parler tout seul. Il disait « Je suis Jenny, enchantée. Bonjour, je suis Jenny, enchantée. » Et il répétait ça avec de différents tons de voix, à chaque fois vraiment flippant. D'un coup, il tombe par terre, dos au sol, et commence à se taper la tête contre le parquet. Désolée. Alors, il a une crise d'épilepsie d'un coup, le boss. D'un coup, il tombe par terre, dos au sol, et commence à se taper la tête contre le parquet. À ce moment-là, Jenny est en pleine crise d'angoisse et décide d'aller dans sa chambre et s'enfermer à l'intérieur. Elle saute sur son lit et se couvre jusqu'au nez avec la couverture. Après 15 minutes, elle entend des bruits de pas qui s'arrêtent juste devant sa porte. Il est là. Jenny a du mal à respirer et elle comprend qu'elle est en train d'avoir une crise d'anxiété. Après quelques minutes, il éteint la lumière et elle l'entend partir et fermer la porte de sa chambre. Le lendemain matin, Jenny descend à contre-cœur prendre le petit déjeuner. Et elle le voit, dans son costume, en train de boire son café.
Il lui dit bonjour et il lui sourit comme si rien ne s'était passé hier. Après le petit déjeuner, Jenny remonte se changer. Elle se prépare parce qu'elle a un shooting plus tard dans la journée. Elle en profite pour prendre toutes ses affaires et partir plus tôt que prévu de chez lui car elle se sentait plus du tout en sécurité. Une fois chez elle, Jenny remarque que sa robe rose était plus dans sa valise, ce qui confirme que c'était bel et bien sa robe que l'écrivain portait. Après cet événement, Jenny n'a plus revu son boss, tout simplement parce qu'elle a démissionné. Voilà pour cette troisième histoire. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires sur ce que vous pensez de ce que Jenny a vécu et des autres filles aussi. Que des filles? Ah oui, il n'y a eu que des filles là. Que des filles pour se retrouver dans la merde, hein?